Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais cette vidéo pour répondre à la deuxième question qui m'a été posée par notre ami journaliste du groupe Equinox Radio et Télévision, qui est celle de savoir ces perspectives de croissance serait-elle bonne en 2025 par rapport à 2024? Et enfin, pourquoi les appels, parce que lors du sommet de Paris, on a lancé un appel à l'intégration régionale. Pourquoi est-ce que l'intégration régionale tarde à prendre? D'abord, sur les perspectives de croissance de 2024, de 2025, qui seraient meilleures que 2024. D'abord, je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Hein, je le dis à mon collègue, là, journaliste. Là. Je n'en crois pas un mot parce que si c'était le cas, on n'aurait pas eu le sommet de Paris. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire qu'on se réunit à Paris parce que l'économie est étouffée par le niveau d'endettement. Les ressources propres sont de plus en plus faibles. Quand on fait le ratio ressources propres par rapport aux engagements de l'État en termes de repaiement de sa dette ou en termes de la quotité de la dette due pour payer sur les marchés internationaux ou aux acteurs locaux de la bourse de Douala ou bien sur les places internationales, on a souscrit les eurobonds ou bien chez les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. Les ressources propres sont extrêmement faibles. C'est comme ça qu'on mesure la soutenabilité de la dette et non pas le ratio en cours de la dette sur le produit intérieur brut. Parce que quand vous faites un prêt bancaire, c'est votre salaire qui rembourse. Ce n'est pas la valeur de votre maison qui rembourse le prêt. Voilà. Donc, les ressources propres de notre pays sont faibles. À partir du moment où elles sont faibles, je ne vois pas comment l'État peut relancer l'économie. Je rappelle que dans une économie, l'acteur majeur de la relance de l'économie, c'est l'État, à travers la qualité de la dépense publique. Or, nous venons d'un pays où l'État consacre plus du tiers de ses ressources, par exemple, au paiement des salaires des travailleurs de la fonction publique, hein, et centralisé, mais également pour les collectivités décentralisées. À partir de ce moment, cet État ne peut pas dégager au moins la moitié de ses recettes pour pouvoir relancer l'investissement public. Relancer l'investissement public, ça veut dire la construction des dispensaires pour que les gens puissent être bien soignés, la construction des routes pour désenclaver les bassins de production agricole, afin que la nourriture ne pourrisse pas dans les champs. La relance de la production agricole. Aujourd'hui, je regardais un documentaire sur Reuters qui disait qu'il y a un déficit de 3 millions de tonnes de cacao dans le monde parce que la Chine se met à la consommation du cacao, l'Inde se met à la consommation du cacao. Combien de milliers d'hectares nous avons mis en production dans notre pays? Le Brésil vient de mettre 300 000 hectares. Combien de milliers d'hectares nous avons mis en production dans notre pays? Donc, c'est la relance de l'investissement public. Voilà. La construction la rénovation des infrastructures de transport. Par exemple, rénover l'aéroport de Bafoussam, l'ouvrir aux vols internationaux. À partir du moment où vous l'ouvrez aux vols internationaux, les nouveaux acteurs arrivent, l'économie locale connaît des mutations parce que les investissements se font, les hôtels sortent de terre, les tours opérateurs sortent de terre, les agents de location de voitures, etc. Donc, toutes ces missions-là, que ce soit l'investissement dans les infrastructures publiques, les investissements dans les infrastructures d'énergie, de transport d'énergie, les investissements dans la relance de l'agriculture, dans l'irrigation dans le Grand Nord, dans le développement de la pêche, de l'élevage bovin, ovin, porcin, tous ces investissements doivent être réalisés par l'État. Or, quand on a un État qui a déjà plus de 50% de ses recettes sont consacrées, à plus de 50% de ses recettes sont consacrées au paiement seulement des salaires des travailleurs et qui en plus sont des salaires bas, je ne vois pas très bien comment est-ce que les perspectives économiques peuvent être meilleures. Deuxième chose, pour que les perspectives soient meilleures, il faut créer de la valeur ajoutée. Autrement dit, il faut relancer le secteur de la production agricole d'abord, parce que c'est la base. Nous avons beaucoup de spéculations que nous avons produit au Cameroun. Le riz, par exemple. L'huile de palme, par exemple, où nous avons un déficit. Le riz, où nous avons un déficit. Le blé, où nous avons un déficit.
La production de manioc, nous avons un déficit. Les produits maraîchers, dans la production et la conservation, les haricots, les oignons, l'ail, etc., etc. Nous avons beaucoup de spéculations que nous devons produire localement. Donc il faut relancer la production agricole. C'est comme ça qu'on génère la croissance économique. La production agricole, la transformation agro-industrielle, parce que vous transformez ce que vous produisez à la base dans le secteur agricole. Donc cette transformation-là, on ne voit pas cette transformation arriver dans notre pays. Par exemple, la transformation du coton pour faire des tissus écrus, par exemple. Comme on voit dans les pays de l'AES, par exemple, habiller les soldats camerounais avec des tenues qui sont issues de la transformation du tissu camerounais. On ne voit pas ça. Habiller les travailleurs de la fonction publique, qui, par exemple, la magistrature, avec la transformation du tissu camerounais. On ne voit pas ça. Vous ne pouvez pas générer une croissance économique inclusive, ça veut dire créatrice de valeur ajoutée, créatrice d'emplois, génératrice d'un supplément de recettes fiscales, si vous ne transformez pas les produits qui sont issus, voilà. Et donc, vous avez vu des décisions dans des pays comme le Congo, ou par exemple au Congo, Brazzaville, où on a décidé que la transformation du bois se ferait localement. Donc, ça, ce sont des décisions importantes qui vont impacter l'économie parce que si le bois se fait local, la transformation du bois se fait localement, cela génère la croissance économique. On s'attend, par exemple, au niveau du Cameroun, que l'État construise un parc industriel où par exemple dans l'est du Cameroun ou le sud du Cameroun, où se fait la transformation du bois localement, du bout de chaîne jusqu'à la fin de chaîne. On s'attend par exemple dans la région du Nord que l'État crée un parc, comme a fait le Bénin, pour la transformation du coton. Voilà. On s'attend par exemple au niveau de la Silicon Mountain que l'État mette 1, 2, 3, 4, 5 milliards dans son budget, il en a les moyens, pour développer la Silicon Mountain avec tous les moyens, créer comme on dit, un tech park. Les Ivoiriens l'ont fait par exemple avec ce qu'on appelle le VTIP, pour pouvoir relancer la production des services à valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on génère la croissance économique. La croissance économique, ce n'est pas emprunter pour construire un supplément de route et calculer le coût de la construction de la route et mettre ça dans le produit intérieur brut et dire nous avons une croissance qui est en hausse. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et enfin, je voudrais chuter en disant que la croissance économique dont vous parlez, quand ceux qui ont projeté cette croissance économique en 2025 n'avaient pas prévu les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'Europe. Et je pense que cette guerre commerciale aura des conséquences sur nos économies parce que cela va provoquer la baisse du cours du dollar parce que les Chinois ont voté une résolution qui enjoint les entreprises chinoises à faire des affaires à l'étranger en utilisant le yuan, ça veut dire le renminbi, voilà. Ce qui veut dire que les Chinois seront moins actifs dans les achats de devises comme le dollar sur le marché mondial. Or, la devise dans laquelle nous vendons l'essentiel de nos matières premières, c'est le dollar. Donc, ça va créer une baisse de cours du dollar, qui veut dire que mécaniquement, les recettes d'exportation seront faibles. C'est pour ça que vous avez vu les ministres des Finances s'appesantir, puisque la réunion est le 17 avril, quand la guerre commerciale a déjà commencé, s'appesantir sur les réserves de change, parce qu'il y aura une baisse des cours du dollar et même de l'euro sur les marchés internationaux. Donc, on n'en est pas là. Ensuite, dans ce trade war-là, on parlera de nous quand les grands, ça veut dire que l'Europe, l'Amérique, l'Inde, la Chine, auront fait un deal autour de la table. En attendant, on ne sait pas comment nous allons nous positionner sur les marchés extérieurs. Donc, vous ne pouvez pas d'office dire qu'il y aura une croissance économique l'année prochaine. Enfin, pourquoi les appels à l'intégration tardent à prendre? Ben, les appels à l'intégration tardent à prendre d'abord parce que nous avons des problèmes sécuritaires. Il ne vous échappe pas que autour du lac Tchad, vous avez trois pays de la CEMAC. Le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine. Or, le lac Tchad aujourd'hui est le siège de Boko Haram. C'est devenu le siège de Boko Haram et c'est de là que partent toutes les attaques de Boko Haram contre les pays du bassin du lac Tchad. Donc, on a de gros problèmes dans la partie septentrionale du pays, dans le sud du Tchad et dans le nord de la Centrafrique, avec l'insécurité, notamment Boko Haram.
Ensuite, nous avons des problèmes sécuritaires. Quand il y a problème sécuritaire, ça c'est compliqué. Nous avons des problèmes d'infrastructure. Si vous voulez, nous avons tout misé sur le transport terrestre, alors qu'il y avait des choses à faire dans le chemin de fer et dans la navigation fluviale. Donc, nous avons tout misé sur le transport terrestre. Comme je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos de présentation, ici aux États-Unis, tous les marchandises dont le poids excède de 50 tonnes passent par le chemin de fer ou par la navigation fluviale. Chez nous, tout passe sur la route. Or, l'intensité du transport routier sur la route font que les routes s'abîment tellement vite. Dans des pays comme celui-ci, on construit les routes pour 30 ans. Chez nous, à peine 10 ans, même 5 ans, ça s'abîme déjà parce que l'intensité du transport. On n'a pas pensé à diversifier le transport, notamment dans le chemin de fer, mais également dans la navigation fluviale. Il y a la possibilité de faire partie des marchandises à Douala sur des barges, de les coulisser sur le Djerem jusqu'au plus proche de la République centrafricaine, de faire un port fluvial et de les remorquer sur du port fluvial maintenant pour les emmener. Il y a la possibilité d'utiliser le chemin de fer à partir du port de Douala jusqu'à la ville de Belabo, par exemple, et de continuer en prenant le corridor Bertois, Bangui. Donc, nous n'avons pas expérimenté cela. À partir de ce moment, ça freine l'intégration régionale. L'intégration économique également, c'est au niveau des infrastructures d'énergie. Nous n'avons pas travaillé à exploiter les différentes infrastructures d'énergie, par exemple. La Guinée équatoriale a du gaz, la Guinée équatoriale a du pétrole. On aurait pu s'arranger à construire une infrastructure interrégionale, par exemple une grande centrale thermique en Guinée équatoriale qui puisse approvisionner en électricité via le transport longue distance, aussi bien le Cameroun que le Gabon. Nous n'avons pas pensé à des infrastructures comme ça. Nous n'avons pas pensé à des infrastructures de transport aéroportuaire. Un temps, on nous a parlé de RCMAC. RCMAC n'existe plus, le projet est morné. Pratiquement les pays de la CEMAC n'ont plus de compagnie aérienne. Touma Air Tchad a fait faillite. Camer ne s'apporte pas si bien. Air Gabon n'existe plus. La République centrafricaine n'a pas de compagnie aérienne. Donc nous dépendons des compagnies aériennes venues d'ailleurs. Alors c'est difficile pour faire l'intégration régionale. Ensuite, nous n'avons pas mis en place une politique industrielle commune. Une politique industrielle commune. Une politique, ça commence par la formation du capital humain dans des projets communs, notamment la formation professionnelle. Ça n'existe pas en CEMAC. Nous n'avons pas mis en place des politiques communes. Nous n'avons pas promu des champions régionaux dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, comme la banque, comme les assurances, etc. Nous n'avons pas fait ça. Donc, je pourrais allonger la liste. Donc, si vous ne parvenez pas à avoir une stratégie d'un investissement communautaire, je dirais, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la transformation industrielle, dans le domaine de la formation du capital humain, afin que ce capital humain puisse être utilisé à la production. Si vous n'avez pas tous ces facteurs-là, je ne pense pas que l'intégration régionale puisse se développer. Je terminerai par la circulation des hommes et les hommes et les biens. Avec l'insécurité, le coût qu'engendrent les multiples contrôles, etc., est un coût qui grève le transport des marchandises à partir de ce moment, le commerce intérieur. Si vous voulez, faites un exemple. Le transport d'un camion de marchandises, d'un conteneur 40 pieds, de Douala à N'Djamena, coûte plus cher que le transport du même camion de marchandises de Guangzhou en Chine jusqu'à Douala au Cameroun. Alors, dans ce contexte, il ne peut pas y avoir d'intégration régionale au sens où on l'entend. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. C'est la deuxième et la dernière vidéo pour répondre à aux questions qui m'ont été posées. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et ce serait un plaisir de recevoir vos prochaines questions. Bye!